Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'électricité, ou plutôt de moyens d'économiser l'électricité. Alors, l'électricité, c'est quoi? L'électricité, ça vient d'un mot grec, électrum, qui veut dire ambre. Dans l'Antiquité, les Grecs, ils avaient déjà compris qu'en frottant un morceau d'ambre sur une peau de chat, par exemple, on pouvait attirer des objets légers comme des plumes. Alors, moi, j'ai pas de morceau d'ambre et de peau de chat, mais je peux prendre un ballon, comme ça, et le frotter sur mon pull. Ça va me permettre d'attirer des petits objets légers, comme des bouts de papier. Et donc là, je mets en évidence l'électricité statique. Alors, l'électricité statique, ça servait pas à grand chose. Jusqu'au XVIIIe siècle, les électriciens, c'était un peu des personnages de foire qui faisaient des expériences pour amuser la galerie. Jusqu'à fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, l'invention de la pile électrique. Alors, deux Italiens, Luigi Galvani et Alessandro Volta, Luigi Galvani découpait des grenouilles, donc elles étaient mortes, et en touchant avec des métaux, les muscles les pattes de grenouille se contractaient. Donc il appelait ça l'électricité animale. Le grand génie de Alessandro Volta, c'est d'avoir compris qu'il suffisait de remplacer le muscle de la grenouille par du tissu imbibé d'acide, donc un conducteur électrique, et de reprendre les deux métaux de l'expérience de Galvani, d'empiler ça et d'obtenir une pile électrique et à ses bornes une tension. Alors je ne vais pas faire fonctionner celle-là, je vais faire fonctionner plutôt celle-là. Du citron, ça me fournit l'acide. Ici j'ai des plaques de cuivre et de zinc que je vais planter dans le citron et je vais pouvoir alimenter une petite horloge électrique. Quand je mets dedans, voilà, elle s'allume. Et donc c'est la réaction chimique entre le zinc et l'acide. L'acide va arracher des électrons au zinc, les électrons passent dans le circuit et ça permet de faire fonctionner ma petite horloge. Donc la pile moderne, elle ressemble plutôt à ça. Et en souvenir de Volta, on a appelé l'unité de tension électrique le volt. Donc celle-là, par exemple, ces deux piles sont vendues neuves pour 4 volts 5. Si je mesure la tension ici, j'ai 4,32 volts. Donc celle-là, on peut dire qu'elle est foutue. Celle-là, si je mesure la tension, j'ai 4,76 volts, donc celle-là, on peut dire qu'elle est en bon état, elle est neuve. La tension électrique, ça c'est pour une pile, et si on prend la tension du secteur, alors une expérience surtout à ne jamais faire chez vous, j'ai branché un voltmètre sur une rallonge, et là je ne touche surtout pas ces fils-là, parce que c'est extrêmement dangereux, il y a un danger de mort si je viens à toucher un fil. Donc, en France, comme en Europe, puisque tout le réseau est interconnecté en Europe, on a aujourd'hui, par exemple, 236 volts en courant alternatif sur le réseau électrique. Ça, à ne jamais faire. Attention, jamais, jamais. Alors, comment on est passé de la pile à la prise électrique? Il a fallu inventer autre chose. Donc, c'est un Anglais, au début du 19e siècle, Michael Faraday, qui a découvert l'induction électromagnétique. C'est-à-dire qu'en faisant bouger un aimant devant une bobine, on obtient une tension électrique. Donc si je fais comme ça, ou si je fais comme ça, on voit la petite aiguille qui bouge. J'obtiens une tension électrique grâce à un mouvement. Donc le faire à la main, évidemment, c'est pas très pratique. Si je fais avec une manivelle, que je fais bouger une bobine devant un aimant, ou un aimant devant une bobine, je vais pouvoir obtenir une tension positive, négative, en fonction du pôle nord et du pôle sud qui est devant la bobine. Et donc une tension alternative qui va faire briller ma petite ampoule. Le gros défi, c'est donc de trouver quelque chose qui mette en rotation l'alternateur pour produire une tension électrique. Alors par exemple, dans les éoliennes, c'est la vitesse du vent qui va faire tourner les pales, qui entraîne l'alternateur qui se trouve ici. Donc dans une éolienne moderne, ça mesure 100 mètres de haut, le mât et la nacelle, elle est plus grosse qu'un surmi-remorque, on peut tenir debout dedans, et c'est là-dedans que se trouve l'alternateur, donc un système bobine plus aimant qui produit une tension alternative. Alors ça c'est pour les éoliennes. Il y a un autre moyen, c'est avec le barrage hydroélectrique. On utilise la vitesse de l'eau, et la vitesse de l'eau va pouvoir faire tourner les pales d'un alternateur. Donc ça fait tourner les pales de la turbine, relié à un alternateur, on produit du courant électrique. Et puis, un autre moyen, encore plus connu, c'est non pas la cocotte minute, mais la centrale thermique. Donc soit en faisant brûler du charbon ou du gaz, soit avec de l'énergie nucléaire. Dans tous les cas, c'est une énorme cocotte minute. La fission de l'uranium produit de l'énergie, de la chaleur, qui va faire chauffer de l'eau, et cette eau va sortir sous pression, sous forme de vapeur. Sinon c'est pareil, en faisant brûler du charbon ou du gaz,
on fait bouillir de l'eau, et c'est la vitesse de la vapeur qui va faire tourner très vite la turbine reliée à un alternateur pour produire énormément d'énergie électrique. Donc vraiment énormément d'énergie grâce à ces moyens-là. Et en plus, on peut arrêter le système à peu près quand on veut. Alors maintenant, comment faire des économies d'énergie? On va faire un petit peu de formule. Donc on a dit la tension électrique, U, ça se mesure en volts, en souvenir d'Alessandro Volta. Mais malheureusement, c'est pas si simple que ça. La tension électrique, c'est ce qu'il y a aux bornes d'un générateur. On avait vu aux bornes d'une prise électrique, il y avait 234 volts, je ne me rappelle plus. Celle-là, 4,77 volts. Et par contre, ce qui sort du générateur, ça s'appelle l'intensité. Donc si je prends une petite ampoule comme ça, celle-là, elle brille. Et l'autre, elle brille beaucoup plus. Je reviens à la première. Celle-là, elle brille faiblement. Et celle-là, elle brille beaucoup plus. Donc avec la même pile, on peut très bien avoir des intensités différentes, avec des récepteurs différents. Donc l'intensité, c'est ce qui circule, c'est ce qui sort du générateur. L'intensité, ça va se noter I, et c'est en ampères. Tout ça, ça va donner la puissance électrique. Et c'est là qu'on va pouvoir faire des économies d'électricité. La puissance, ça se note P, et c'est égal au produit de U fois I. La tension aux bornes du générateur multipliée par ce qui circule réellement dans les fils électriques, donc l'intensité. La puissance, c'est en watts, en souvenir d'un Anglais, James Watt, qui a plutôt travaillé sur les machines à vapeur en les perfectionnant. La tension, c'est en volts, on a dit en souvenir de Volta, et l'intensité en ampères. Donc le premier moyen de faire des économies d'énergie, c'est de diminuer la puissance des appareils qu'on utilise. Alors pour ça, on peut comparer par exemple deux lampes qui sont là. Une qui existait il y a bien des années, à incandescence, avec un fil électrique qui chauffe et qui produit de la lumière, et l'autre à fluorescence, c'est-à-dire un gaz dans lequel passe un courant électrique et ça produit de la lumière. Pour mesurer la puissance, j'ai ce qu'on appelle un wattmètre. Donc si je branche la première, celle de gauche, je vais obtenir, il faut que ça se stabilise, à peu près 40 watts. Les deux brillent de la même manière. Je les ai choisis pour qu'elles aient à peu près la même intensité lumineuse. Celle de gauche va consommer 40 watts. Et celle de droite, que ça se stabilise, 6 watts. Avec 6 watts seulement, j'éclaire de la même manière que celle qui consomme 40 watts. Alors vous direz, c'est extraordinaire. Pour arriver à comprendre pourquoi, c'est passé à 7 watts. Il suffit de toucher. Celle-là, elle est brûlante, et celle-là, elle est restée froide. Donc la fonction d'usage d'une lampe, diraient les professeurs de technologie, c'est de produire de la lumière et non de la chaleur. Or celle-là produit énormément de chaleur, pour la même quantité de lumière que celle-là, et celle-là, pratiquement aucune chaleur. Donc en touchant avec les mains, c'est une chose. Il y a une manière qui est quand même un petit peu plus scientifique de tester ça, c'est d'utiliser la caméra thermique. Alors évidemment, il faut qu'elle démarre. Avec la caméra thermique, on voit tout de suite la différence. Celle de gauche, elle est extrêmement chaude. Donc là, j'ai pratiquement 65 degrés Celsius. Et celle de droite, je suis à peine à 20 degrés. En les mettant toutes les deux sur la même image, en fait, ça nous révèle ce que j'avais compris, rien qu'en touchant. Celle-là est rapidement brûlante, alors que celle-là, elle est froide. À la caméra thermique, on voit une énorme différence entre les deux. Alors ça va être la même chose pour tous les autres appareils. On peut utiliser le wattmètre par exemple pour un écran d'ordinateur. Quand je l'allume, j'obtiens la puissance qu'il va utiliser. Donc là, il faut que ça se stabilise.
j'ai une dizaine de watts. Voilà, 10 watts, 11 watts, 12 watts. Voilà, ça bouge plus. Ah, si, ça augmente encore un petit peu. Donc, c'est l'ordre de grandeur, entre 10 et 15 watts. Donc, dès que vous pouvez, l'écran d'ordinateur, vous n'êtes pas toujours devant. Il suffit d'appuyer comme ça s'éteint immédiatement et la puissance va retomber à 0. Ça prend un petit peu de temps. Voilà, je suis à 0. Et quand je rallume, ça se rallume immédiatement et à nouveau je retrouve à peu près 10 watts et j'ai l'image. Donc ça c'est un geste qu'on peut faire très simplement. Hein. Dès qu'on n'utilise plus un ordinateur, qu'on se lève, qu'on fait autre chose, on éteint l'écran. Alors pas forcément éteindre l'ordinateur parce que c'est long à éteindre, long à démarrer et puis il faut qu'il suive un protocole pour redémarrer. Mais l'écran lui par contre c'est très simple. Alors un autre appareil sur lequel on peut faire des économies d'électricité, c'est le vidéoprojecteur. Donc là, le vidéoprojecteur, j'ai installé le wattmètre. C'est un petit peu compliqué parce que la prise, elle est dans le plafond. Voilà. Et on peut voir quand il est en fonctionnement, hein, j'ai 292 watts. Il existe une fonction très simple, ça s'appelle AV Mute, c'est-à-dire la veille vidéo. Hop, je fais ça et instantanément, l'image disparaît. Et là, la puissance, elle va tomber à peu près, faut attendre, 250 watts. Ça fait un peu plus de 40 watts d'écart. Simplement en appuyant sur un bouton. Et en une seconde, hop, j'ai à nouveau l'image. Et là, la puissance consommée va remonter à mes 290 watts de tout à l'heure. Donc je peux économiser 40 watts très facilement. À chaque fois que j'ai plus besoin de l'image du vidéoprojecteur, j'appuie sur AV Mute, ça disparaît et j'ai 40 watts de moins. Et dès que je veux retrouver l'image, j'appuie sur AV Mute, l'image réapparaît. Donc c'est pas forcément le même nom pour la touche, mais en cherchant bien sur la télécommande, on trouve très facilement quelle est la touche qui va nous permettre de faire des économies d'énergie. Alors ces vidéoprojecteurs-là, par exemple, quand ils sont en veille vidéo pendant 20 minutes, ils sont programmés pour s'éteindre tout seuls. Donc évidemment, il ne faut pas l'éteindre et le rallumer sans arrêt parce qu'il met un petit peu de temps et puis il doit ventiler à chaque fois. Mais le mettre en veille vidéo, c'est un moyen très simple de faire des économies d'électricité et de baisser la puissance de 40 watts. Alors la puissance, c'est pas la seule chose qui compte. On n'a pas terminé avec les formules. Il y a une dernière chose, c'est l'énergie. On n'en a pas parlé. L'énergie, c'est E égale la puissance fois le temps d'utilisation. C'est pour ça qu'évidemment, si on éteint les appareils, le temps il est égal à 0, donc l'énergie elle est égale à 0. Donc débrancher ou éteindre les appareils dès qu'on peut, ou bien jouer sur la puissance, utiliser des appareils qui consomment une plus faible puissance électrique pour le même usage. Alors, là on avait dit la puissance c'est en watts. Le temps, ça peut être en heures, et l'énergie, ce serait en watts-heure, watts fois heure. Mais évidemment, comme on est très gourmand, on utilise souvent des paquets de 1000 watts. Donc 1000 watts, ça fait 1 kilowatt. Toujours le temps en heure, et donc l'énergie, sur une facture d'électricité, ce sera en kilowatts fois heure. Ça, c'est le fameux kilowattheure qu'on retrouve sur les factures d'électricité. Là, j'ai ma facture d'électricité, donc consommation en kilowattheure. Je peux voir qu'en heure pleine, j'ai consommé 1554 kilowattheures et en heure creuse, 1903 kilowattheures sur une année. Alors, et à la maison, c'est pareil. Alors, vous pouvez faire des économies d'électricité grâce à cet appareil-là. Donc ça, c'est la box ou le modem. Tout simplement, au lieu de le laisser brancher en permanence, vous voyez qu'il est chaud là. On a une température qui avoisine les presque 28 degrés. Le soir, on peut l'éteindre comme ça. Et surtout, aller débrancher tout ce qui se trouve en dessous de l'ordinateur. Donc là, j'ai une prise multiple. Hop, j'éteins tout. Et je débranche tout ce qui est en dessous. Comme ça, au moins, ça ne consomme pas pour les appareils en veille et je rallume tout le soir quand je rentre du travail. Le reste de la nuit et de la journée, tout est éteint. Pour la machine à laver, c'est pareil. Alors, vous faites uniquement des lavages à 30 degrés, ça suffit largement. Et évidemment, vous utilisez la machine à laver que lorsqu'elle est pleine. Parce que lorsqu'elle est à moitié vide, elle consomme autant que lorsqu'elle est totalement pleine.
Alors, il y a un appareil qui est tout à fait intéressant pour comprendre ce qu'est un kilowattheure, c'est le fer à repasser. Donc celui-là, c'est un fer à repasser bas de gamme, le plus simple possible. Il n'y a même pas de vapeur, hein, c'est juste pour repasser sans vapeur. Et si je branche le wattmètre, je m'aperçois qu'il va consommer carrément 1058 watts, donc 1 kW. Ça, c'est le type d'appareil qui consomme énormément. Si je fais 1 heure de repassage, ça va faire 1 kW fois 1 heure, donc j'ai 1 kWh. Donc c'est tout à fait le genre d'appareil dont on peut se passer. Ça ne sert à rien de repasser les vêtements, il suffit de les plier proprement, de les ranger sur les armoires, de les suspendre sur des cintres, mais arrêtez de repasser.